à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous abordons cette notion, la levée du moratoire sur la peine de mort en RDC et les défis que cette levée doit relever dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Maître Bondo, connu de tout le monde. Maître Bondo, bonjour. Bonjour Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour permettre à nos téléspectateurs de vous connaître comme c'est donc? Vous avez dit que je suis suffisamment connu, ouais. Certes, mais bon, pour des raisons purement protocolaires. Ouais. Je suis maître Richard Bondo, je suis avocat inscrit au barreau de Kinshasa-Gombe depuis le 9 décembre 1987, ce qui fait que depuis le 1er mars, je suis médaillé d'or de ma carrière d'avocat pour plusieurs années, au-delà de 30 ans, que j'exerce cette profession. Et aussi avocat international, je plaide dans plusieurs pays, surtout dans les procès pénaux, donc répressifs, dont le thème d'aujourd'hui est la peine capitale, la levée du moratoire. Vous n'avez jamais été tenté devenir ministre Ça, je suis tenté, c'est légitime. Moi, par exemple, j'ambitionne d'être votre futur ministre de la Justice. Je suis parmi les juristes que compte le pays. Les bons, hein, je parle de mon juriste, parce qu'il y a des détenteurs de diplômes. Non, écoutez, il y a des détenteurs de diplômes de droit qui ne sont pas juristes. Mais il y a des juristes, les bons. Maître Richard Bondo, 20 ans, après, je crois 20 ans, 21 ans, la RDC avait signé les statuts de Rome et on avait suspendu la levée, on avait pris un moratoire pour interdire l'application de la peine de mort. Et aujourd'hui, le gouvernement trouve qu'il est nécessaire d'élever ce moratoire et de permettre l'application de la peine de mort. Juristes et puis défenseurs des droits de l'homme, comment avez-vous personnellement accueilli cette nouvelle? Gustave, je vais vous surprendre. Vous recevez sur ce plateau un abolitionniste. Parce que j'ai participé à presque toutes les conférences sur l'abolition de la peine capitale. J'ai été même dans la commission préparatoire sous le ministre Ntumbaloaba comme ministre des Droits humains chez nous. J'avais milité pour l'abolition de la peine capitale. Et parmi les membres de cette commission préparatoire, il y avait des compatriotes de l'Est qui estimaient que nous, de l'Ouest, nous étions des puritains. C'est-à-dire, nous pensions obtenir l'abolition de la peine capitale parce que ce qui se passait à l'Est ne frappait pas nos familles. Ça, c'est nos compatriotes défenseurs des droits de l'homme, syndicalistes de plusieurs organisations de défense des droits humains qui étaient avec nous dans la préparation de la conférence nationale sur les droits humains, sous le ministre Ntumbaloaba. Il nous le disait, pourquoi? Parce que c'est chez eux qu'il y a eu des massacres. C'est à Tingi-Tingi que l'AFDEL, piloté par le FPR, je dis bien, hein, parce que je suis le témoin de l'histoire, a liquidé 200 000 Hutus sur notre territoire. À Tingi-Tingi, dans la province orientale, à l'époque. Et une dame
qui n'était pas congolaise, européenne, parce qu'elle était commissaire européenne, je crois, aux droits humains. Madame Emma Bonino. Lorsqu'on a décimé 200 000 Hutus à Tingiting sur notre territoire, dans l'avancée de l'AFDEL, Madame Emma Bonino dira, prenez le Luxembourg, qui a 200 000 habitants, et que vous vous réveillez un matin, il n'y a plus de vie humaine à Luxembourg. Est-ce un génocide ou pas? Ça, c'est Madame Emma Bonino. Alors, lorsque j'ai entendu, nous sommes en 2002, les compatriotes de l'Est nous disaient, dans la préparation de la conférence nationale sur les droits humains sous le ministre Ntumba Luaba, nous dire, vous de l'Ouest, vous êtes des puritains parce que vous militez pour l'abolition de la peine capitale. Mais vous ne tenez pas compte de ce qui se passe chez nous à l'Est. C'est insupportable, c'est inhumain. L'application de la peine capitale serait une thérapie. Et vous pourrez consoler nos âmes avec le maintien pour l'application de la peine capitale. Nous, on pensait qu'avec le moratoire, pas l'abolition, avec le moratoire, où on pourrait élever la conscience de ceux qui tuent. Mais c'était sans compter avec les infiltrés, les porteurs du message de Kagame et de Museveni, et qui étaient tapis dans les institutions à Kinshasa. Et c'est pour cela que près de 20 ans, les massacres continuent à grande échelle. Et ces massacres, parce que vous avez évoqué le traité de Rome, les massacres à grande échelle qui choquent la conscience humaine sont en amont de la mise en place de la Cour pénale internationale, et l'article 1er du traité de Rome le dit très clairement. Ces massacres choquent la conscience humaine. Ce qui se fait à l'Est est insupportable. Ce qui se passe dans l'Ituri, par exemple, où les gens s'entretuent pour rien, alors qu'ils ont toujours cohabité, mais pour chercher les minerais et répondre aux attentes des multinationales. C'est-à-dire, les gens tuent les familles entières. Donc pour vous, oui, la réactivation de la peine de mort, oui, vaut son pesant d'or. C'est une thérapie. Vous ne pouvez pas imaginer combien ça a redonné espoir donc, à nos compatriotes. Maître Bondo a changé de camp. Non, je n'ai pas changé de camp. Je dis, je suis certes abolitionniste, mais nos juridictions... Écoutez, non, je le demeure, mais je nuance. La Constitution de la République, à son article 153, alinéa 4, dit, disons, impose aux cours et tribunaux civils et militaires d'appliquer les traités internationaux dûment ratifiés, d'appliquer les lois. Quelle est la loi congolaise? En droit positif congolais,
y a-t-il un code qui prévoit la peine capitale? Oui, c'est le code pénal ordinaire, c'est le code pénal militaire. Ces deux codes prévoient la peine de mort. Et comme c'est la loi, la Constitution de la République le dit, il faut que les cours et tribunaux civils et militaires appliquent les lois. C'est l'article 153, alinéa 4 de la Constitution. Dans la hiérarchie des normes, la Constitution est au-dessus de tout. La Constitution impose à nos juridictions cette application. Mais, si en 2003, le gouvernement, à travers le ministre Nguele Massoudi, avait décrété ou arrêté le moratoire, la Constitution de la République dit, au dernier article, que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Constitution sont abrogées. Donc, même le moratoire était déjà levé. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est rompre avec l'impunité. Mais pour vous, Maître Bondo... C'est-à-dire on applique le droit positif congolais. Pourquoi est-ce que la RDC a signé les statuts des Roms? Je réponds par une leçon que tout le monde peut trouver chez Thomas Hobbes, qui en 1651 parle dans le Léviathan, enseigne que l'État, sa mission première, c'est assurer la sécurité à ses populations. Donc la puissance publique appartient à l'État qui doit admonester l'homme, qui doit l'admonester pour l'apprivoiser. Donc apprivoiser l'homme, comme le disait Bernard Kouchner, la politique c'est l'apprivoisement de l'homme, comme le disait Bernard Kouchner. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire, nous ne pouvons pas guérir ce mal, les tueries massives, l'inclinaison vers la trahison dans l'armée, dans les services de renseignement, sans appliquer la peine capitale. Ça fait mal, et c'est à son corps défendant que notre gouvernement a pris la résolution de lever le moratoire. Le moratoire était décrété pour, à titre probatoire, pour amener la population à cultiver l'humanisme, mieux l'humanité, c'est-à-dire ce que Emmanuel Lévinas, un autre philosophe français d'origine juive, appelle penser à l'autre. Qu'est-ce que moi, lorsque je voudrais faire du mal à Gustave, maintenant je dis, je pense à Gustave. Qu'est-ce que Gustave sentirait si moi je lui cause tort? C'est ça, le penser à l'autre. Lorsque je décime une famille, est-ce que j'ai de la considération de l'humanité de cette famille? Est-ce que j'ai tenu compte de ce que cette famille, comme Dieu le dit, nous, les créatures de Dieu, ces créatures humaines, nous sommes ses semblables. Oui, maître, mais la note circulaire de la ministre de Justice, ministre d'État, ministre de la Justice, énumère autant d'infractions, autant
parmi lesquels on voit même la traîtrise, la trahison. Oui, mais on ne dit pas seulement c'est lui qui a tué, mais on voit même un traître. Et déjà, il y avait des réactions. J'ai vu le cardinal Ambongo qui a dit on ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il est traître. D'ailleurs, pour lui, ceux qui nous gouvernent sont des traîtres. Oui, vous savez, je crois que Ambongo, même j'ai vu Chollet aussi en parler, comme chapelain de la sainteté, le pape. Je dis que ils sont très superficiels. C'est ça le problème. Tout le monde, ils sont très superficiels. Lorsque vous lisez l'article 16 de la Constitution, la vie humaine est sacrée. Ça, c'est dès le premier alinéa. L'introduction de la disposition constitutionnelle, l'article 16, la vie humaine est sacrée. Donc, tabou, on n'y touche pas. Mais en bas, là, de cet article, il faut tenir compte des droits d'autrui et des bonnes mœurs. Est-ce que celui qui massacre, celui qui est traître à la patrie, en intelligence avec Kagame, pour dépeupler l'Est de la République afin d'y installer des mercenaires qui viennent piller nos richesses. Alors que, et le traité de Rome, et le pacte international, les deux pactes des droits de l'homme, qui sont le socle des droits de l'homme, protègent l'homme. L'homme est au centre de toute politique de développement, même la déclaration de droit au développement des Nations Unies, je crois en 1985, c'est l'homme qui est au centre de tout. Il faut que toute politique tienne compte de l'homme. Mais lorsque les multinationales qui sont derrière Kagame facilitent le dépeuplement, donc le génocide sur le territoire national, et ce, depuis 1996, l'avancée de l'AFDEL. Tout ça, ça vaut au Congo, ça a coûté au Congo pas moins de 20 millions d'âmes, 20 millions de morts. Alors que le génocide dont on parle au Rwanda a un faux chiffre de 800 000 tués. Un faux chiffre. Un faux chiffre. Le chiffre grossi par Kagame, le criminel principal, l'auteur principal du génocide. Alors, tout ça, chez nous, les gens se la coulent douce. Vous savez, quand vous êtes à Goma ou à Bukavu, il y a des compatriotes qui vous disent, vous voyez tout ça, c'est les buildings de sang. C'est-à-dire les gens tuent les autres, leurs compatriotes. Vous vous imaginez ce qui s'est passé au massacre de Kasiga, Mwenga, Makobola? C'est des mamans ensevelies, vivantes, et le bras sorti de la tombe. Donc, vous ne donnez pas raison à Ambongo, non, à Chollet, je dis que c'est même aux évêques. Non, les évêques disent qu'il ne faut pas. Tu ne tueras point. Non, écoutez, voilà. Écoutez. Dans la Bible, là, tout ce pays ici-bas, qui tuera par l'épée, périra par l'épée. Donc, celui qui a tué devra être tué. Il ne sera pas tué au ciel. C'est ici qu'il doit payer. Ces gens, moi, je les envoie à leur magistère, que ce soit en Bongo, que ce soit à Chollet. C'est des gens soi-disant prêtres, mais qui ne connaissent pas la Bible. Je les renvoie à leur magistère, c'est-à-dire
le magistère, c'est quoi? C'est l'enseignement pour le Christ. Comment faire intégrer le Christ dans le chef des fidèles? C'est ça le magistère qu'ils ont appris, qui est leur mission principale. Que ce soit en bon, que ce soit en chaud. Moi, je ne sais même pas comment ils ont été baptisés prêtres. Parce qu'ils ne maîtrisent rien de la Bible. Rien de Christ ne leur ressemble. Alors, des gens comme ça, vassalisés par l'argent, c'est que l'éminent professeur Liaou, de très illustre mémoire, disait la crétinisation du Zaïrois, la crétinisation du Congolais. On ne peut pas crétiniser des gens bien formés comme nous. Et Albert Einstein le dit bien. Alors, dans Comment je vois le monde, ouais. Albert Einstein s'adresse à un autre savant d'origine belge, mais devenu américain de son époque, qui était aussi savant que lui, un grand chimiste. Il lui dit, on ne peut véritablement appartenir à une race de moutons que si l'on est soi-même mouton. Est-ce que les Ambongo et les Nchole là, en suivant aveuglement ce qu'ils appellent tu ne tueras point, est-ce qu'ils n'appartiennent pas à la race de ces criminels qui tuent? Donc vous n'êtes pas d'accord avec eux? Parce qui tue par l'épée, périla par l'épée. Est-il biblique ou non? Ils évoquent l'exemple de Caïn qui a tué son frère et Dieu lui-même s'est présenté en protecteur pour dire celui qui tuera Caïn sera vengé cette fois. Et pourquoi? Oui, vous savez, Caïn n'avait tué que son frère, un seul. Mais ici, nous parlons de 20 millions de morts, mon cher Gustave. Vous imaginez ce que c'est? Je vous ai donné un exemple d'Emma Bonino, une Européenne, qui dit à Tingi Tingi, l'AFDEL a décimé 200 000. Personne. Prenez l'exemple de la ville de Luxembourg qui a 200 000 habitants aujourd'hui. Demain, nous nous réveillons, il n'y a plus de vie humaine. Est-ce un génocide ou pas? Caïn, ce n'était pas... Contre Abel, ce n'était pas un génocide. C'était un fratricide, mon cher ami. Alors, les évêques... Ici, nous parlons de génocide du peuple congolais. Et il y a même un compatriote africain, Onana, qui parle de holocauste sous la loi de l'Omerta. Et les Zambongo sont dans l'Omerta, les Ncholé, ils plaident pour l'Omerta. Et sont-ils réellement congolais? C'est la question que je me pose et que tout le monde se pose. Alors, parce que je ne sais pas si vous... Quand Dieu dit, il nous donne toute la nature, nous devons la maîtriser. Notre terre, nous devons la cultiver, nous devons la fructifier. Mais lorsque nous avons des richesses que Dieu nous a données, nous n'avons pas demandé ça à Dieu. Dieu nous a donné ça. Il n'y a pas d'autre pays au monde qui soit aussi riche que le nôtre. Nous sommes le pays le plus nanti du monde. Peut-être les gens la plupart des gens ne comprennent pas ce que vaut notre pays. Ça, c'est ça le pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où tout germe. Même sur... les toits des maisons. Les toits des maisons. Vous voyez des arbres fleuris. C'est un scandale, ce pays. Scandale naturel. Alors, Maître Bondo, les évêques disent ceci. Ils opposent un refus net. Non, l'État est là pour appliquer ces mesures. Et ils exigent l'abolition de la peine de mort. Comment les faire revenir à la raison qu'ils Non, ils restent dans leur position, mais nous sommes là pour les éduquer. Ce que je fais ici est pédagogique. Qu'ils comprennent que le mauvais exemple qu'ils donnent d'Abel, c'était un individu tué par son frère. Ça s'appelle fratricide. Ça peut s'arranger en famille. Comme dans la sagesse de chez moi, on dit lorsqu'un enfant a incendié la maison, vous ne pouvez pas le jeter dans l'incendie. Dans le feu. Dans le feu. Ça, c'est
comme on dit, les linges sales se lavent en famille. En famille, nous pouvons dire, bon, on a tué un enfant, il a tué son frère, mais nous n'allons pas l'exécuter lui aussi. Nous le gardons, mais seulement nous lui tirons les oreilles. Nous l'admonestons. Alors, si je vous ai bien compris, pour les traîtres, les gens qui trahissent... Le code le dit, c'est le code qui dit ça. Le code pénal dit, lorsque tu es en intelligence avec l'ennemi, l'infraction s'appelle la trahison. Ce n'est pas la haute trahison, la trahison. Et la trahison est punie de la peine de mort. Alors, ça, c'est le droit positif congolais. Alors, maître Richard Bondo, est-ce qu'on peut se réveiller un matin, on se réveille seulement un matin, on dit, fini cette question de moratoire, on va commencer à appliquer la peine de mort sans consulter à gauche, à droite, sans pouvoir appeler vous, les défenseurs, d'ailleurs les abolitionnistes et les autres, les consulter quand même et puis prendre la décision parce que ça provoque un tollé, maître Bondo. Dans ce pays, nous avons des représentants qu'on appelle les députés. Dans la boucle de rétroaction, pour ceux qui ont été bien formés au droit constitutionnel et qui ont fait l'exégèse comme nous, dans la boucle de rétroaction, tout ce beau monde que vous venez de citer, les défenseurs des droits de l'homme, font des inputs qui sont canalisés ou recueillis par les députés. Et les députés envoient ça aux décideurs qui prennent des outputs. La levée est un output. Donc ça a suivi le schéma, le circuit que vous recherchez là. Ça a suivi. Je vous dis que pour décréter le moratoire, nous sommes allés à la Conférence nationale des droits humains pour abolir la peine de mort. Mais arrivé là avec nos frères qui vivaient ça à l'Est, ils ont dit, au lieu d'abolir, on peut décréter le moratoire pour voir comment on va évoluer. 20 ans après, les crimes se sont accrus, se sont démultipliés. Vous avez les traîtres, vous avez les espions, vous avez les tueurs à gages, vous avez des mercenaires. Nous avons les ADF Nalou là-bas, qui sont des ressortissants ougandais. Vous avez le M23 qui jadis était CNDP, M23, aujourd'hui AFC avec Nanga. Juste un paravent, un masque qu'on appelle Nanga. Voilà le Congolais vassalisé par Kagame. Et donc, les opposants au pouvoir estiment que ça, c'est une loi pour tuer les militaires congolais, comme on parle des traîtres, des espions et consorts, et tuer les Koulounes qui tuent en pleine ville, et puis les opposants qui ne marchent pas selon les désidérateurs du gouvernement. Qu'en dites-vous? Je mets quiconque au défi de le prouver. Le problème des opposants qui n'en sont pas un, hein, parce qu'on n'a pas d'opposants. Les opposants, moi je viens de connaître un exemple patent, c'est au Sénégal, où les gens ont l'idée de l'État. Ici, la plupart d'opposants n'ont pas l'idée de l'État. Ils ne savent pas ce que c'est l'État. L'opposant croit que c'est lui l'État. Pourquoi vous dites ça? Non, au Sénégal, par exemple, ce matin, c'est un opposant qui sort de la prison pour le palais présidentiel. Campagne battue par qui? Par le président de son parti. Qui sont les Congolais présidents de leur parti ici qui peuvent faire la passe à leurs secrétaires généraux ou à leurs secrétaires nationaux? Combien y en a-t-il ici au Congo de ces opposants-là? Pour faire la passe, dire moi, vous avez vu Katumbi, je prends, parce que la plupart qui font du bruit viennent de son parti ensemble, qu'il faut radier.
Parce que chez nous, la loi ne permet pas à un étranger d'être dirigeant d'un parti politique. Parce qu'il n'y a pas de réciprocité pour qu'un Congolais soit président d'un parti politique en Zambie. Chez Katumbi. Donc ce parti-là, ensemble, il faut... Je regrette que les gens qui viennent au gouvernement et qui gèrent le ministère de l'Intérieur ne comprennent pas la quintessence de la loi sur les partis politiques. Ce que je vous dis là est coulé en termes de disposition de la loi sur les partis politiques. Un parti politique qui a une branche armée doit être dissous. Un parti politique qui est dans la rébellion doit être dissous. Un parti politique qui engage des gens dans les tueries doit être dissous. C'est la loi sur les partis politiques qui le dit. Mais vous trouverez vos ministres de l'Intérieur. Vous avez mais vous avez des ministres qui ne comprennent, qui ne connaissent pas la loi. C'est ça le drame que nous avons chez nous. Les compétences sont mises de côté et on prend quelqu'un par militantisme, on ne sait pas pour quel idéal. On prend ces gens-là, à peine un français approximatif, alors que l'article 1er de la Constitution, à son alinéa 7, dit la langue officielle est le français. Mais vous avez des ministres, des difficultés. Vous voyez un ministre là, un autre ministre lui souffle ce qu'il doit dire. Alors, revenons alors à ce qu'on disait tout à l'heure. Les traîtres doivent passer à la peine de mort. Et vous dites que toute cette chaîne-là, parce que, par exemple, ceux qui détournent l'argent des militaires et consorts, ils doivent subir la rigueur de la loi alors qu'ils n'ont pas tué. Non, mais ils sont des traîtres. Pourquoi il n'y a pas de haut fait de guerre au front? C'est parce que les militaires sont mal payés. Mais imaginez-vous que de Kinshasa, on dise à nos combattants au front, repliez-vous. Et quand ils se replient, on laisse les armes et munitions à la portée de l'ennemi. Mais ces armes et munitions sont achetées par le trésor public avec votre contribution, ma contribution. Et ces gens-là qui donnent l'ordre à partir de Kinshasa, pourquoi les ménager? Alors, mais c'est les vrais traîtres. Revenons sur les Koulouna. Est-ce que... Non, les Koulouna, je crois... Que pour les simples... Non, les Koulouna, c'est ce qu'on appelle l'épouvantail. Cette mesure est un épouvantail. Je ne vois pas pour un Koulouna qui n'a pas tué. Sauf s'il y a peine de mort. Non, parce que les Koulouna tuent pire. Oui, oui, mais s'il tue, il est assassin. Et l'assassinat, vous lirez l'article 45 du Code pénal, on dit peine capitale. C'est la loi qu'on applique. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas de la génération spontanée. Le droit positif congolais est là. Le code là n'est pas le code confectionné par Tshisekedi. Il date des années 40, le code pénal. Alors vous insistez, maître Bondo, vous insistez beaucoup plus sur cette peine de mort. Moi je vous pose la question, est-ce que les autres peines prévues, outre que la peine... L'article 5 du Code pénal, livre 1er, oui. On a listé des peines. Alors, il y a la confiscation. Est-ce que toutes ces peines-là n'ont pas suffi pour rééduquer la population? Non, ça n'a pas suffi. Parce que, prenons par exemple, un général qui a fait pousser des immeubles à Goma, à Bukavu, à Kinshasa, à Lubumbashi. Au front, il est en intelligence avec l'ennemi. On peut l'arrêter, le condamner à perpétuité. Mais est-ce qu'on a pensé à la confiscation des biens dont la source est criminelle? Est-ce que ces immeubles sont réquisitionnés par l'État pour que ça devienne bien public? C'est là qu'on parle de la confiscation spéciale. On ne l'applique pas. C'est pour cela que je dis, aujourd'hui, pour utiliser votre vocabulaire, réactiver
la peine capitale est une thérapie. C'est une des mesures qu'on appelle la prophylaxie pour amoindrir le choc et assainir le mental des Congolais. C'est ça avant de poser l'acte, l'auteur s'imagine qu'il peut subir la peine capitale. Il lève le pied. Il dit, je crains. Voilà, la crainte de l'État, je paraphrase un peu la Bible, la crainte de l'État est le commencement de la sagesse. Nous avons vu avec l'opération Likofi, oui. Avec c'est sous Mouyej Manguinz, avec le général Kanyama. La ville avait retrouvé sa paix, mais les institutions de droits de l'homme ont été debout pour dire pas question, pas question, pas question. En prenant cette mesure, le gouvernement, par rapport à tous ces accords ratifiés dans cette matière-là, le gouvernement dit... n'avait pas peur, ou bien vous avez décidé, on a décidé de sortir ou de quitter ces accords. Non, on n'a pas quitté parce que c'est la Constitution qu'on applique. La présomption d'innocence est garantie. Mais les accords internationaux sont au-dessus de la Constitution et des lois de la République, maître. Mais les institutions, les accords internationaux... Oui. Il y a le protocole que nous n'avons pas encore ratifié pour appliquer le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nous ne l'avons pas encore ratifié. Il y avait encore la loi de mise en œuvre qui était en discussion. Oui, mais c'est ça pour le protocole. Mais le problème, c'est que les crimes qui ont décimé 20 millions de vies. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y a des pays, au Sénégal par exemple, les électeurs étaient chiffrés à 7 millions. Le Sénégal là. Mais nous, nous avons perdu 20 millions d'habitants. Mais je repose la question. Vous comprenez? Quels sont les bras utiles qui ont été coupés? Ça ne va pas nous attirer le malheur des institutions internationales. C'est ça le problème. À l'interne, vous pouvez défendre. La plus grande puissance de ces institutions et des États s'appelle les États-Unis, qui appliquent encore la peine capitale. Oui, la chaise électrique. Oui, c'est dans son pays. Oui, mais c'est ce que je dis. Vous allez nous imposer quel... Oui, mais les États-Unis ne sont pas signataires des statuts de Rome. Nous avons signé. Non, ce n'est pas ça. Le pacte international est relatif aux droits civils et politiques est signé par les États-Unis. Ça, c'est le pacte. Et les statuts de Rome? Non, les États-Unis ne sont pas... Non, mais les statuts de Rome parlent de maximum 30 ans. Mais nous, chez nous, c'est la perpétuité. Quand on avait le moratoire, pensé à la perpétuité. Mais les gens s'en moquent parce que il y a un atout. Non, il y a un atout chez nous. Tanganda qui a tué, il se repose bien à La Haye. Oui, à La Haye. Il y a un atout chez nous, c'est l'article 87 de la Constitution, 87, qui donne le pouvoir au chef de l'État de gracier. Donc, même si tu es condamné à la peine à perpétuité ou à la peine capitale ou à 20 ans ou à 25 ans, on peut... le président peut d'autorité. Mais vous n'avez pas répondu parce que notre temps est... Je n'ai pas répondu à quoi? À la question de savoir... Vous n'avez pas répondu aux opposants. Non, j'ai répondu aux opposants que les opposants n'ont qu'à bien se comporter. Vous êtes allés attaquer leur parti, tout ça, il faut... Mais maintenant, là, ils disent que la loi, c'est pour tuer les militaires congolais, les Koulouna et les opposants. Non. La loi est réactivée pour élever la conscience du Congolais à la patrie. Les opposants doivent être des civiques, mon cher ami.
Il y a la loi de l'opposition qui leur dit pour des grands sujets, ils doivent discuter avec le gouvernement. Mais entre eux là, Fayoulou dit que c'est lui le leader. Moïse dit que c'est lui le leader. Quand est-ce qu'ils nous donneront un interlocuteur valable du gouvernement, le porte-parole de l'opposition, prévu par la loi organique de l'opposition? Et vous dites qu'ils sont opposants? C'est des ngadiadia, mais de mauvais goût, de la pire espèce. Alors, maître, dites-nous, comment ça va se passer? La circulaire a été envoyée. Oui, les juges vont juger. Dès que la culpabilité est établie et que les juges condamnent à la peine capitale, elle sera exécutée. C'est-à-dire, on ne va pas exécuter de manière sommaire, c'est-à-dire au risque d'aller dans l'arbitraire. On attrape Gustave, ce que je ne souhaite pas, dans la traîtrise, et on dit, au lieu c'est un traître, il faut l'exécuter. Il faut l'éliminer. Non. Il faut l'amener devant la justice. Les juges, ce qui est heureux pour moi, et ça, je salue, lorsque vous allez dans les salles d'audience des juridictions militaires, vous verrez au mur, c'est marqué « Nous jugeons nos semblables ». Et de ma carrière d'avocat, 36 ans et quelques mois de métier, j'ai beaucoup de révérence pour les juges militaires. Parce que s'ils vous condamnent, c'est motivé et à bon droit. Ici, je ne sais pas s'il y a des erreurs judiciaires chez les militaires. Chez les juridictions ordinaires, là, oh, il y a un conseiller de président qui intervient. Chez les militaires, on ne blague pas. Donc, si je peux comprendre, les affaires seront jugées pour la peine de mort. Oui. C'est toujours devant les juridictions. Non, il y a aussi les juridictions ordinaires pour les non-militaires. Ouais. Notamment tous ces criminels, notamment les Koulouna, là. Ce n'est pas des militaires. Ils ont assassiné quelqu'un, on les juge devant les juridictions ordinaires. Alors, Maître Bondo, 36 ans de carrière, vous ne plaiderez pas pour les traîtres, pour les tueurs? Non, mon métier d'avocat, oui. disons, le serment que j'ai, c'est de plaider conformément à l'article 14 de la loi organique, de la loi sur les barreaux. Et même la réglementation des Nations Unies sur le rôle de l'avocat, publiée le 7 septembre 1990 à La Havane, Cuba, l'avocat plaide la cause qu'il croit juste en âme et conscience. Et spécialement, il est l'avocat de la veuve et de l'orphelin. La veuve et l'orphelin, c'est la symbolique qui veut dire le faible. Quand vous avez tué, que vous êtes dans les geôles, vous êtes un homme faible. Et tout avocat consulté peut défendre. Et moi, je ne défendrai pas comme au procès de Timisoara. Le procès de Timisoara, c'est en Roumanie, lorsqu'on a jugé le président Ceausescu avec son épouse. Et l'avocat qu'on avait pris pour les deux disait c'est des criminels. Donc moi, je n'irai pas faire le procès de Timisoara, je défendrai la cause selon la loi. Et si je suis donc vous avocat, je défendrai les traîtres, les tueurs, les rebelles, s'ils vous consultent. S'ils me consultent. Vous allez faire votre travail. Et que mes honoraires sont versés. Vous pouvez défendre. Je puis défendre. Vous pouvez défendre. Je puis défendre. Et gagner le procès. Je puis défendre et gagner comme en démontrant. Cicéron. Oui, comme Titien, comme Cicéron, comme tous les autres aînés, et comme celui qui vient de mourir, l'ancien ministre français qui a contribué à l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter, comme mon ami très regretté Jacques Vergès. Voilà des gens qui sont un peu
mes idoles, quoi. Voilà. Voilà. Maître Bondo, nous avons fini pour aujourd'hui. Un mot. Un mot, c'est pour dire que le peuple congolais doit être rassuré. Ça ne sera pas des exécutions sommaires. On devra les juger et les prévenus ou auteurs de ces crimes seront assistés et défendus par les avocats. Et dans un état de droit, c'est cela. Pourquoi souvent on tue publiquement les gens au stade? Oui, c'est à titre pédagogique. C'est pour décourager. Voilà, c'est un épouvantail pour dire aux autres, n'empruntez pas cette voie. Vous risquez d'y laisser votre peau. Le même sort. Maître Bondo, merci. Merci à vous, fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs de Grands Défis. Merci de nous avoir suivis. La suite au prochain numéro.